bonjour à tous et à tous et tout. Et merci pour l'invitation à la conférence publique de l'école de Chaillot et de la Cité de l'Architecture. Et pour être plus clair, je préfère lire en français. Excusez-moi pour la lecture. Et je suis plus sûre et j'espère d'être plus compréhensible si j'ai lu le texte que j'ai préparé de ma relation. Merci beaucoup et nous pouvons commencer. Les événements sismiques dramatiques du 24 août 2016 ont rappelé la nécessité d'étudier et de débattre sur les questions à se poser et les réponses à apporter face à ces événements et la méthode des interventions post-sismiques. La restauration, la reconstruction du bâtiment, les questions de méthode, des critères guides aux problèmes liés aux aspects structurels et techniques, les questions organisationnelles et économiques, l'analyse des études des cas et des expériences réalisées lors des événements sismiques du passé, pour obtenir des indications en ce qui concerne les méthodes, les stratégies d'intervention, les opérations. À la suite d'un tremblement de terre, de nombreux chercheurs, techniciens, institutions ont traité les problèmes les plus urgents comme les premières opérations de sauvetage de la population, la sécurité des monuments et du tissu urbain, le plus gravement endommagé. Très rapidement, après le séisme, il a fallu affronter plusieurs thèmes. Les préparatifs d'intervention sur les bâtiments endommagés et les structures attentes déstabilisées, la prévention du nouveau danger, la protection, le catalogage de l'effondrement de la matière, structures historiques affectées, etc. La nécessité d'effectuer des enquêtes, des sondages sur les modes constructifs de chaque site, l'étendue des dégâts subis par les bâtiments et la manière d'organiser la collecte méthodique de matériaux d'effondrement. Ensuite, d'autres thématiques portant sur la réparation, la récupération, la restauration, la reconstruction des villes historiques touchées par le tremblement de terre, les interventions de réduction du risque sismique des structures, leur restauration, leur réparation, la nécessité de maintenir, en cas de reconstruction, autant que possible, le matériau restant des structures originales, la restauration des pièces manquantes, en prêtant une attention particulière à la consolidation du bâti endommagé, en respectant les matériaux et les structures originaux, sans exclure les cas où, après une évaluation critique des sites et des bâtiments et les dossiers post-séisme, la reconstruction n'était pas pertinente. Enfin, les reconstructions et les restaurations devront insérir dans un plan d'urbanisme général respectant le centre urbain historique et visant à une reprise rapide des activités économiques et sociales du territoire concerné. Nous résumons l'histoire des principaux événements de tremblement de terre en Italie au XXe siècle. L'Italie est située à la marge de convergence entre deux grandes plaques, l'Afrique et l'Eurasie. Le mouvement relatif entre ces deux plaques provoque l'accumulation d'énergie et des déformations qui sont occasionnellement libérées sous la forme de tremblements de terre de diverses grandeurs. En regardant la carte de tremblements de terre italien du 1000 au 2006, il est facile de voir que les tremblements de terre se produisent souvent dans les zones déjà touchées par le passé. Les événements historiques les plus forts ont eu lieu en Sicile, dans les Alpes orientales, les langues des Apennines,
du centre-sud, des Abruzzes à la Calabre, mais il y a aussi d'importants tremblements de terre dans le centre-nord, des Apennins et dans le Gargano, au sud. Souvenons-nous des plus importants qui ont comporté la destruction des maisons, le déplacement de personnes et nombreuses victimes. Nous pouvons voir une série, le Friuli vénitien Julien, en 1976, et la Sicile, 1978, le Marche et Ombrie, 19 de septembre 1979, la Campanie et Basilicata, 1980, et l'Abruzzo, 2009, et l'Émilie-Romagne, 2012, et enfin Lazio, Marche, Ombrie, le 24 août et 26 et 30 octobre de 2016. La séquence sismique à matrice Norcia-Visso a commencé en août avec des épicentres situés entre la haute vallée du Tronto, les Sibillini, les monts de la Laga et les montagnes du Haut-Aterno. Le premier choc violent a eu lieu le 24 août 2016 à 3h30 et avait une magnitude de 6 avec un épicentre situé le long de la vallée de Tronto entre les villes de Accumuli et Arquata del Tronto. Deux répliques ont eu lieu le 26 octobre 2016 à 17 heures, avec un épicentre à la frontière entre l'Ombrie et le Marche, entre les villes du département de Macerata, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera, et le 30 octobre 2016, à 7 heures, a été enregistré le choc le plus fort, de magnitude 6,5, dont l'épicentre s'est situé entre les villes de Norcia et Presci, dans le département de Pérouse. Le 18 janvier 2017, une nouvelle séquence de 4 chocs de magnitude supérieure à 5 a eu lieu. Mais quelle est l'organisation administrative et la gestion de l'urgence en Italie? Il n'y a pas facile de reconstruire le schéma, mais j'ai prouvé pour vous. Le défi et les actions préliminaires avec leur objectif, connaissance de l'état des lieux, objectif de reconstruction, conservation en ruine, réintégration, restauration, reconstruction ex nihilo, sont soumis à l'organisation administrative et juridique pour la protection des bâtiments et des villes d'Italie. Les actions de sauvetage, de sécurité, de protection, de documentation et de secours, de reconstruction en cas de dommages sismiques et de catastrophes naturelles sont divisées en 3 phases distinctes. La phase immédiate d'assistance à la population, cette condition, et la phase d'urgence avec la mise en sécurité du patrimoine, bâtiments publics et habitations privées, encore aujourd'hui en préparation. Peut-être serait-elle réalisée à partir de juin 2018. Et la phase successive de planification et de reconstruction, procédure, organigramme des différentes activités, phase future définie par le décret loi du 205 de 2016 qui précise les procédures et confirme l'organisation administrative et de gestion. La recherche d'une méthode et d'un système organisé pour les opérations d'arpentage, de catalogage, de reconstruction
ont un rôle fondamental dans l'établissement d'une documentation. Après sécurisation, documentation de l'effondrement, état des lieux avec le relevé des parties détruites, l'étude préalable et la collecte ordonnée de matériaux d'effondrement, le déplacement contrôlé du matériel d'effondrement, nécessaires pour définir un plan de reconstruction sérieux avec ses modalités et ses limites. Pour réglementer l'action sur les bâtiments détruits par les tremblements de terre et les catastrophes naturelles en Italie, il existe une organisation gouvernementale dirigée par la présidence du Conseil des ministres de la République italienne. Établie par la loi 1225 de 1992, le système national de protection civile est une structure responsable de la coordination de politiques et des activités de défense et de protection civile en cas de catastrophes humaines et naturelles. Avec la loi 30 de 2017, le gouvernement est chargé de réorganiser les dispositions législatives concernant le système de protection civile. Dans l'organisation et dans l'opération, tous les organes de l'État sont impliqués du niveau central, ministère, et du niveau périphérique, région, et tous les autorités locales, municipalités, et aussi privées à travers les organisations bénévoles. Cette organisation permet de garantir un niveau de coordination centrale, gouvernement et ministère, et de le combiner avec une forte flexibilité opérationnelle dans les zones, tout en permettant une implication directe des autorités locales, régions et municipalités. Le système de la protection civile, qui relevait directement la présidence du Conseil des ministres, est dans une disposition supérieure au département directement dépendant d'un simple ministère, facilitant aussi la coordination des ressources de l'État et de tous les autres ministères en cas d'urgence. Selon la loi 205-1992, les structures et des fonctionnements qui composent le système de protection civile sont les forces de police italiennes, les forces armées italiennes, les corps de la Brigade nationale des super-pompiers, la Croix-Rouge italienne, le Service national de santé, les groupes de recherche scientifique, les associations de bénévoles. Le président du Conseil nomme également le commissaire spécial à la reconstruction et une commission technique et scientifique spéciale dotée de fonctions consultatives. La structure organisationnelle périphérique est alors composée de présidents de région des zones endommagées, nommés sous-commissaires, et directement liés au commissaire spécial. Au niveau local, chaque région, dans le respect de ses compétences, favorise de manière appropriée et avec les formes appropriées la mise en place de structures de protection civile municipale. Le département, sur la base des compétences qui leur sont attribuées, participe à l'organisation et à la mise en œuvre des activités de la protection civile. À cette fin, un comité départemental de protection civile est établi dans chaque département, présidé par le préfet ou par un délégué du département. Ces derniers préparent un plan pour faire face à l'urgence sur le territoire du département et supervisent sa mise en œuvre dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées par la loi. Chaque municipalité, un peu plus petit, italien, peut voir une structure de protection civile. Et le maire est une autorité de protection civile. Il assume la direction et la coordination des interventions pour les secours, la sécurité, l'assistance à la population. Malheureusement, pas toujours coordonné avec les adresses du gouvernement central. Enfin, les citoyens civils et les groupes de bénévoles, ainsi que les associations de conseils professionnels, contribuent à la protection civile. Avec le tremblement de terre de 2009 de l'Aquila et de 2016-2007
de la Visso et Accumoli, les municipalités impliquées dans le tremblement de terre se sont réunies en unité de crise et ont travaillé en coordination pour la protection et l'assistance à la population. Zone du cratère de l'Aquila et zone du cratère de crise, unité de crise, du secteur de Amatrice Norcia-Visso. Mais pour le patrimoine culturel et le centre historique, les compétences sont partagées par le système de la protection civile avec le ministère du patrimoine culturel et des activités du tourisme, et avec des activités collatérales menées par l'Istituto Centrale del Restauro et des autres instituts travaillant avec le ministère des Biens culturels. La directive pour la gestion des activités de sécurité et la protection du patrimoine culturel en cas d'urgence résultant de catastrophes naturelles établit une chaîne de commandement pour la gestion de l'urgence et des interventions successives aux événements destructeurs par le ministère des Biens culturels et assure la collaboration des directions générales des instituts centraux avec le secrétaire général pour décider des initiatives à entreprendre. Après le tremblement de terre du 24 août 2016, une surintendance spéciale a été créée pour les zones touchées par le tremblement de terre du 24 août 2016 et est encadrée par un secrétariat technique de coordination des interventions pour la consolidation et la restauration du patrimoine culturel. Il n'est pas facile d'organiser cette question d'organisation pour l'intervention et du pouvoir central jusqu'au pouvoir plus petit d'une municipalité. La protection spécifique du patrimoine culturel est liée aux dispositions relatives au travail général de protection civile. Le règlement émis par le Conseil des ministres, le pouvoir central, donne des instructions sur les différentes activités, mais en particulier l'ordonnance 39 de 8 septembre 2017. Et dans cette ordonnance, la référence aux aspects historiques du bâtiment protégé est contenue seulement dans une partie de l'article 3, tandis que dans l'article 6, il est question, sans beaucoup de préambule, du relogement des habitants, et dans l'article 9, de celui de la prévention sismique, résolument orienté vers l'amélioration de l'adaptation et les ordonnances qualifiant les interventions surtout d'un point de vue structurel ou seulement et urbain. Nous pouvons parler ensemble d'une méthodologie et pour les interventions après les destructions causées par des événements naturels et les secours comme documentation, pouvons-nous parler d'une méthodologie? Et nous avons vu les lois, et nous avons vu l'organisation administrative, la gestion, mais la méthodologie, oui. Nous présentons quelques études des cas après l'événement sismique en Italie dans les débats actuels. Le thème de l'enquête, accompagné de celui de la documentation historique, même indirecte, du classement, est fondamental pour mettre en place tout raisonnement sérieux sur la reconstruction, ses modalités et ses limites. Dans le cas de destruction des monuments de Palmyre par le terrorisme, nous devrons partir de ce qui subsiste matériellement, y compris, bien sûr, des photographies, des relevés, des descriptions, pour décider la marche à suivre. Au sujet de la collecte ordonnée et de l'enlevé et soigné des gravats, l'ouvrage de Gisella Capponi et Caterina Bonne explique la collecte systématique et ses objectifs, ainsi les méthodes d'enquête, de classement et de collection de parties effondrées.
Le problème est savoir comment partir des survivances et avec quelle technique. L'évaluation de la situation doit être très précise, même sur les profils statiques ou plus généralement structurels. Indication du hors-plomb, des inclinations, rotation particulière, etc. Nous pouvons voir quelques exemples de dommages et de destructions causés par des événements sismiques. En 1997, un tremblement de terre a fait tomber une partie de la voûte de la basilique supérieure de Saint-François d'Assise, causant 4 morts et la perte de quelques pages d'importance centrale pour la civilisation figurative de l'Occident. L'exécution de la nouvelle restauration s'est achevée en 2006 avec une intervention préventive, également en relation avec d'éventuels nouveaux et d'éventuels événements sismiques à venir. Mais c'est un exemple qui ne fait école. In italien, c'est ne fait école, che non ha trovato seguito. On le voit encore dans le remède antisismique adopté depuis les années 80, à savoir d'agents de ceinture en béton armé au sommet des murs, qui en cas de tremblement de terre n'a pas réduit les dommages, mais les a aggravés à cause de leur poids supplémentaire sur le mur trop fragile. Ces ceintures a également appliqué à la chapelle Scrovegni, où les fresques ont été restaurées sans examiner ces problèmes de sécurité déjà présents avant la restauration des fresques. Au Castello dell'Aquila, restauré avec des coûts très élevés par la surintendance locale qui a subi plus de dégâts après le tremblement de terre de 2009 et le centre historique de la ville, est encore abandonné aujourd'hui, 8 ans après. De nombreux entrepôts industriels de Cavezzo, Finale, San Felice et ailleurs se sont effondrés comme des châteaux de cartes lors du tremblement de terre de 2012, bien qu'ils aient été construits et testés au cours des dernières années. Les effondrements aggravés par le poids des ceintures en béton armé sur des maçonneries fragiles sont visibles dans les nombreuses localités de la région d'Amatrice. Nous pouvons voir ici la trave en béton armé en premier plan et le croulet des matériaux plus fragiles. Et dans certains cas, les monuments qui se sont croulés furent restaurés par les autorités en charge de la maintenance de ces derniers sans normer tout ce qui en furent totalement privés et dépit du bon sens. Mais il y a aussi des exemples de réussite comme Norcia elle-même, qui maintiennent après les séismes une grande partie de son tissu urbain, en partie endommagé. Et cependant, l'église de San Benedetto s'est effondrée et est à moitié détruite. Nous pouvons voir quelques exemples des dommages pour le tremblement de terre de 2016. L'église de Santa Scolastica a Norcia, endommagée par le tremblement de terre du 24 août 2016, est le suivant. La photographie est prise le 29 mars 2007, avant la mise en sécurité. Les dommages causés par le séisme relevaient la présence d'autres fresques avec l'exposition de l'éléments sous-jacents oubliés. Et l'église, dans une première phase, l'église presbytère de Saint-Michel-Archange à Sant'Angelo, dans la municipalité d'Amatrice, est réouverte après la restauration le 13 août 2016, a été endommagée par le tremblement de terre du 24 août de 2016. Et la photographie que vous voyez, c'est le 16 septembre 2016. Les murs de l'église qui ont résisté. Et comment pouvons-nous intervenir en une telle situation? C'est un problème de restauration, de reconstruction, de nouvelle architecture.
On peut noter que la résidence près l'église est présente sans dommages apparents. La question se pose, qu'est-ce qui a fonctionné dans la restauration récente de l'église? En observant l'image, on peut voir que des parties de la bordure en béton armé. Et la maçonnerie est plutôt brisée. C'était une maçonnerie relativement pauvre. Les murs avaient été consolidés. Et nous pouvons voir une autre image de la même église et après le tremblement de terre du 30 octobre 2016 a été écroulé un peu plus et les ruines sont toujours présentes. Et la même chose, nous pouvons voir pour le même tremblement de terre de 2016 à Campi, San Salvatore, Norcia, San Benedetto et des autres églises surtout. L'église de San Salvatore in Campi a été écroulée totalement et pour le 24 d'août et surtout pour le 30 octobre 2016. La même chose pour San Benedetto di Norcia. On peut voir que les maisons près d'église se présentent sans dommages apparents à Norcia. Les grands monuments se sont écroulés, peut-être à cause de leur faiblesse intrinsique. La conformation, la volumétrie, c'est différent de la volumétrie de l'édifice de la ville de Norcia. Et qu'est-ce qui peut alors être récupéré de la poésie de ces villes historiques qui vivent avec un certain type de relation avec les paysages environnants et un certain mode de vieillissement qui ne s'est pas aggravé mais amélioré. Par conséquent, il est nécessaire de faire face au thème très complexe de la reconstruction de nos centres urbains endommagés. Et pour ce thème, nous référons à la théorie de Cesare Brandi et de la reconstruction. Brandi prend la possibilité d'intervenir dans un site historique altéré dans ses données spatiales suite à la disparition d'un ou plusieurs éléments qui les caractérisent. Brandi soutient que si les éléments manquants ne constituent pas un monument en soi, s'il ne s'agit pas d'œuvres d'art, il est possible de les reconstruire, même en proposant les données formelles, car ils ne dégradent par la qualité artistique de l'environnement et forment les limites d'un espace spécifique, par exemple les maisons reconstruites à Piazza Navona, en Rome. Dans seconde étape, Brandi n'exclut pas l'effet d'intervenir avec une insertion. Il ajoute que ce n'est pas un problème de restauration, c'est une question de création qui ne se résout pas sur la base des principes, comme dans le cas de la restauration des faits, mais élaborant une nouvelle image. Il ajoute ensuite que si les éléments manquants étaient des œuvres d'art, il est absolument impossible de les reconstruire en copie. Mais l'environnement où ils s'étaient insérés devra être reconstruit à partir des données spatiales et non pas sur celles du monument disparu. Sur ces réflexions, nous pouvons commencer un argument sur les interventions de réintégration, de reconstruction et de restauration. Je vous parlerai de 12 exemples de documentation et de relevés après les séismes et les catastrophes naturelles préparatoires au projet. Santa Maria di Collemaggio. La basilique de Santa Maria di Collemaggio est située juste à l'extérieur de le mur de l'Aquila, sur la colline du même nom. Fondée en 1288 par Pietro da Morrone, ici couronné pape sous le nom de Célestin V,
est considérée comme la plus haute expression de l'architecture dans les Abruzes, ainsi que les symboles de la ville, et a été déclaré monument national en 1902. L'église possédait à l'origine un plan et une abside à 5 éléments, plus complexe que la précédente. C'était la plus grande église des Abruzzes, la porte latérale avec l'institution de Perdonanza Celestiniana et fut la première au monde à devenir Porta Santa. Deuxième, l'église a subi des dommages, suivi des reconstructions dans les différents secteurs, la Sainte-Chapelle, la presbytère, les transepts, avec des changements planimétriques qui impliquent l'extension des allées et la construction polygonale de 3 chambres sur les sites des 5 éléments de l'abside originale. En 1315, 1349 et 1458. Et au XIVe siècle, la façade fut peut-être achevée et puis modifiée dans la première moitié du XVe siècle. La basilique et le monastère ont probablement été restaurés à la suite d'un 12e schisme en 1461. La disposition planimétrique n'a pas été modifiée, mais des appareils décoratifs typiques de la Renaissance ont été introduits. Entre les milieux du XVIIe siècle et en 1669, la basilique, comme de nombreuses églises de la région, a été remaniée dans un style proto-baroque et un revêtement de stuc complet fut réalisé et les colonnes octagonales furent englobées dans les piliers en briques. Ces modifications furent complètement effacées et lors de la restauration de Mario Moretti en 1972. En 1603, un grand tremblement de terre a frappé l'Aquila, dévastant la ville. Au Colle Maggio, le chœur touchait tandis que la nef restait miraculeusement intacte. Et cependant que la zone fut débarrassée des ruines des effondrements, les moines céderont immédiatement la place aux travaux de reconstruction. En 1706, la restauration des murs et des voûtes est déjà terminée. Mis à part une restauration de la façade suite à un effondrement partiel dû à un tremblement de terre de la Marsica du 13 janvier de 1915, la dernière rénovation majeure de la basilique a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle. Et en 1960, la reconstruction du dôme en béton et en briques fut réalisée par les ingénieurs civils après que l'église fut légèrement endommagée par le tremblement de terre du 24 juin 1958 avec une aggravation de fissures préexistantes. Par la suite, entre 1969 et 1973, la basilique a été soumise à une restauration par le surintendant Mario Moretti, qui démantela presque complètement l'appareil décoratif baroque, y compris les plafonds d'un caisson baroque, pour restaurer l'espace originel de l'architecture romaine. La restauration, bien que largement contestée, cependant a contribué à mettre en lumière les précieuses fresques sur les bas-côtés. Les poids du dôme et d'autres interventions en béton armé ont certainement pesé sur les structures de l'église avec des effets destructeurs lors du tremblement de terre de 2009. En 2009, le tremblement du bassin d'Aquilano est de nouveau endommagé la basilique de Santa Maria di Colle Maggio. Le secteur le plus touché furent le chœur et le transept.
De plus, la destruction d'une partie de l'extrémité de la nef provoqua la destruction presque totale de l'organe et de la voûte de la première travée de l'abside. Dans les premiers mois qui ont suivi le séisme, la basilique a été mise en sécurité et couverte temporaire. La première recouverture partielle a eu lieu le 24 décembre de 2009, lorsque Collemaggio a pris le titre de cathédrale. Cependant, la basilique a de nouveau été fermée au public en 2013. Le 25 novembre 2015, des travaux de restauration ont été lancés, financés et parrainés par l'ENI et achevés en 2017. En plus de la reconstruction du transept, l'intervention s'est concentrée sur l'intervention structurelle de 14 piliers de la nef, dont 16 ont fait état des dégâts importants. Les travaux concernant aussi les murs, les stucs, les fresques et la façade. Les travaux ont été terminés le 13 décembre 2017 et le 20 décembre, la basilique a été réouverte et en accueillant le reste du pontife. Et nous pouvons voir les travaux en cours et la comparaison entre le stuc et les travaux terminés dans la surintendance de l'Aquila. La comparaison entre le relevé réalisé avant et après le séisme de 2009 des structures de l'Église a mis en évidence, outre les relations proportionnelles et les références météorologiques et numérologiques de dimensions en plan et dans les coupes, de nombreuses irrégularités. En effet, intérieurement, la basilique est divisée en 3 nefs, dont celle de droite est curieusement plus large que celle située à gauche. Les voûtes ogives reposent sur des piliers octagonaux. Après la mise en sécurité immédiate des parties de l'église, un relevé a été réalisé après le séisme et comparé à un autre relevé effectué avant le séisme. L'enquête a ainsi permis de comprendre la complexité intrinsèque et d'évaluer les effets destructeurs du séisme. En particulier, il était clair que les piliers du centre sont ceux qui sont les plus affectés. La distance au centre est abondante alors que la distance sur les côtés l'est moins, tandis que ceux qui sont sur les côtés sont moins sollicités. L'étude de l'enquête a conduit le projet d'intervention de restauration et de reconstruction dans le but de réduire l'effet des dégâts des cas et en cas de tremblement de terre avec une intervention minimale. L'étude des techniques de construction des murs et des voûtes a permis d'effectuer une analyse stratigraphique minutieuse en distinguant les phases de construction par l'analyse et la datation des murs. En particulier, les interventions du XXe siècle, les murs de maçonnerie reconstruits par Mario Moretti et les interventions pour l'ouverture des fenêtres médiévales ont été reconnues. Cette documentation, élaborée de manière critique et interprétée chronologiquement, a permis d'aborder les interventions de consolidation d'amélioration sismique dans les zones localisées avec une intervention minimale. Par exemple, la méthode Reticulatus a été choisie comme un système de consolidation de la maçonnerie, une technique de renforcement de la maçonnerie et obtenue par un mélange continu de brins d'acier. L'inclusion de Reticulatus n'a pas affecté tous les murs de l'église, mais seulement quelques parties considérées et après une analyse minutieuse, plus délicates, mais historiquement moins significatives. Pour cette raison, afin de ne pas nuire à l'authenticité des murs historiques, la maçonnerie considérée comme moins historisée et réalisée lors des interventions de Moretti a été consolidée.
Dans cette ligne d'intervention également, les fenêtres qui avaient été induites par les interventions du XXe siècle dirigées par Mario Moretti furent de nouveau murées et les murs de remplissage furent consolidés avec les systèmes reticulatus. Ce cadre ponctuel et critique des travaux de reconstruction et de restauration est commun à toutes les interventions réalisées, du simple nettoyage de l'architrave aux interventions d'amélioration sismique qui ont toujours un degré invasif dans les limites de l'effet recherché, maîtrisé. La reconstruction de la partie centrale de l'église effondrée a impliqué la construction d'un treillis métallique. La reconstruction des piliers en blocs de calcaire sur lesquels des arcs ogivaux a été fait avec la suspension des structures arquées pour le démontage, le remplacement des blocs ou leur amélioration sismique par l'insertion d'éléments métalliques dans le joint des mortiers pour prévenir la chute des blocs pendant la phase de la contrainte dynamique sismique. La réparation des arches a été réalisée en insérant des verrous et en les démontant et en les réparant. Un autre thème abordé lors de la reconstruction était celui de la reconstruction par anastylose, de parties qui permettent de se recomposer proprement en fonction de la relocalisation des éléments dans leur position d'origine. Dans la cour du couvent, à côté de l'église, les pierres provenant de l'effondrement ont été recueillies pour être replacées par anastylose, si possible. Dans ces cas également, les enquêtes réalisées avant et après l'instabilité ont permis de concevoir et de réaliser les travaux de restauration et de reconstruction. Mais dans quelle mesure le relevé contribue-t-il aux actions de reconstruction? L'analyse, la connaissance, les jugements critiques sont impossibles sans un travail immédiat de mise en sécurité, avec la collecte préalable de la documentation et le reste de fondement accompagné de l'étude des structures des parties et matériaux effondrés. Comme ce fut le cas il y a 30 ans pour le Duomo di Venzone, la cathédrale di Venzone. Le tremblement de terre de Frioul de mai 1976 fit 989 morts et a frappé le Frioul vénitien Julienne. Non loin de l'épicentre était l'ancienne ville fortifiée de Venzone, qui subit beaucoup de dégâts. Des zones entières de la ville entourées de murs et caractérisées en son centre par l'église paroissiale de Sant'Andrea, de première décennie du XIVe siècle. Une importante structure d'église gothique ancienne composée de pierres carrées. Par conséquent, les clochers sud de la cathédrale en pierre blanche, deux des trois façades, l'autre clocher nord de toute l'église, furent endommagés et tout l'édifice fut rendu instable. Malheureusement, une série de secousses et 12 autres tremblements détruisent ensuite les quelques murs qui avaient résisté jusqu'alors. Que faire avec les monuments effondrés et leurs décombres réduits en débris? Dans un premier temps, il faut procéder à un travail urgent de récupération des œuvres d'art à partir des décombres et en même temps à la mise en sécurité des murs qui ont résisté. En 1980, une commission technique et scientifique a été créée dans le but, avec l'aide et le soutien de la population locale.
de procéder à la restauration de la cathédrale de Venzone en préservant ses signes et ses lieux. Comment un tel travail de reconstruction a été possible? Cela a été rendu possible grâce à la restauration des murs persistantes et la reconstruction par anastylose de murs effondrés. Mais quel est le rôle de la technique de relevé de l'architecture et de la catalogation? Après le premier tremblement de terre, un impressionnant travail documentaire est réalisé sur les cathédrales et les centres urbains, en les relevant avec une technique photogrammétrique de Vienne et l'ichrome. À cela s'ajoute le riche patrimoine de la documentation historique, graphique, photographique, photogrammétrique, formée au fil des années par les personnes qui ont étudié la cathédrale. Il donne aussi lieu à un travail incessant de récupération de tous les éléments des murs et autres. Environ 9000 pierres carrées de la couverture de la cathédrale ont été récupérées. Qu'est-ce qui est détecté et catalogué? Les éléments de maçonnerie tourmentés in situ, mais aussi les pierres effondrées, dans la mesure où elles ne sont pas de la matière informe, mais confuses sur le sol. En effet, l'enlèvement des gravats réalisés dans les phases d'urgence pour assurer le taillage, s'il permettait la récupération et l'empilement des éléments en pierre carrée, a néanmoins conduit à la perte des données constituées par la position d'effondrement de chaque élément. Un cadre à l'échelle de chaque surface visible est fait de chaque pierre. Un code lui est assigné. Une feuille spécifique est également créée qui permet de décrire chaque élément de pierre avec des paramètres archéométriques spécifiques. Un parallèle est progressivement construit entre la pierre identifiée et déposée et la pierre virtuelle résultant de l'observation des données de chacun d'entre elles trouvées sur la documentation de la cathédrale avant l'effondrement. Dans cette situation complexe et tragique, l'enquête a pris le rôle d'une partie fondamentale du projet de restauration et de reconstruction. En fait, la tâche consistait à décrire les structures persistantes de la cathédrale dans la reconstruction graphique de l'état avant le séisme. Pour la partie effondrée de la construction, il assume donc l'importance de la restitution virtuelle de l'état avant le séisme, en utilisant toutes les sources disponibles. En ce qui concerne les pièces détectées, même si elles sont traduites par rapport à leur position d'origine, la limite des courants, profil d'effondrement, les déformations, les dommages subis sont indiqués en superposition. L'état factuel qui suit l'effondrement et l'état antérieur sont donc comparables sur le même plan élaboré, sur lequel se trouvent donc les différences. Les dessins de renumérotation rituelle combinent la métrique d'autres données concernant les murs dans un seul rapport. Il devient finalement les tables d'assemblage de la reconstruction de l'anastylose de la cathédrale, assumant aussi la fonction des tables de projet. Le site de restauration a commencé en 1988 par la Sovrintendenza di Trieste, avec la collaboration du Bureau technique de la Fabbriceria, avec Francesco Doglioni, Bellina et Quendolo, et la cathédrale a été rouverte pour le culte en 1995. Nous pouvons voir là-bas les pierres en position originale et les murs qui sont en position
et qu'ils sont reconstruits dans la part plus haut. L'importance de la collection ordonnée des gravats immédiats. Un exemple en cours, San Salvatore in Campi di Norcia. La reconstruction utilise donc les connaissances à travers l'enquête et la collecte systématique des données et des parties qui se sont effondrées. Ce dernier type d'opération est un travail de grande importance et a également débuté à San Salvatore a Campi di Norcia, une église à deux nefs médiévale avec une instruction du XVe siècle et un clocher du XVIe. Le tremblement de terre du 20 août et du 30 octobre 2016 ont fait tomber les deux nefs et l'iconostas, cette iconostas avec une fresque du XVe siècle. Et avec la récupération des décombres a posé, pour cette raison, et comme pour beaucoup d'autres bâtiments, les premiers problèmes de conservation et de récupération. Une grande importance est attribuée aux phases de prévention d'autres dégâts, dont les phases immédiatement après le tremblement de terre, pour lesquelles il est nécessaire d'identifier les systèmes de protection de gravats et attendant leur collecte, récupération avec élimination possible et catalogage propre à la phase de connaissance de l'état des lieux et des structures matérielles, de commencer autant que possible avec la collecte des décombres de la propriété protégée et du bâtiment historique. La protection et la collecte requièrent une évaluation attentive et un soin particulier pour éviter la destruction abusive des témoignages significatifs d'artefacts du tissu historique et désordres, mais encore récupérables. La contribution de l'Istituto Centrale del Restauro dans ce domaine d'intervention a été exemplaire pour l'organisation et la gestion de la collecte, la documentation, le catalogage des éléments d'effondrement dans les cas tels que l'église de San Salvatore a Campi di Norcia, selon des procédures qui se réfèrent aux indications contenues dans les directives internes de l'Istituto Centrale del Restauro et la Direction générale d'archéologie, des beaux-arts et du paysage du ministère des biens culturels sur les procédures d'enlèvement et de récupération des décombres, des biens protégés et des bâtiments historiques. À cet effet, deux méthodes distinctes ont été identifiées, l'une pour les monuments protégés et l'autre pour les bâtiments historiques, selon la séquence opérationnelle suivante: acquisition de clichés photographiques, prise de notes avec des drones et définition du périmètre sur les photos avec un zonage identifiant les trois types de gravats: le décombre des biens protégés, gravats des bâtiments historiques et ruines des bâtiments récents sans intérêt culturel. Avec indication sur l'enlèvement des gravats de type, l'enlèvement des débris de type, la sauvegarde in situ des gravats de type A. D'autres indications, largement soumises à l'expérience du même institut, concernent la collecte des données relatives aux bâtiments historiques et surtout la mise en place et le développement d'un réseau informatique et d'enquête visant à comprendre les caractéristiques de construction, l'état de conservation, la dégradation, les dommagements de chaque centre habité, des zones touchées par le tremblement de terre, grâce à une collecte ordonnée des matériaux qui se sont effondrés, de la documentation disponible et des données obtenues par observation directe. Enfin, je tenais à vous parler de la ville médiévale d'Amatrice, détruite, et d'un travail de doctorants sur la restitution virtuelle d'une ville perdue, une méthode d'étude pour la ville d'Amatrice dans le département de Rieti. Les doctorants sont Giulia Catalani, Simone Lucchetti, Antonio Mirandola, Massimiliano Sturgato. Lorsque le sujet n'est plus présent et que la documentation est fragmentée,
La meilleure façon de procéder est de mettre en place un travail et une méthode systématique scientifique. À partir d'une recherche archivistique, il a été possible de revenir au plan cadastral de la ville médiévale d'Amatrice de 1908, conservé dans les archives de la municipalité de Rieti, avec une version révisée et corrigée un peu plus tard. Sur cette base, en élevant la route départementale Picente, datant du début du XXe siècle et mettant en évidence les traces d'une ancienne route, il a été possible d'obtenir un plan similaire à sa version du XIXe siècle. Cette période a été choisie comme l'intervalle temporel idéal d'une ville encore harmonieuse, puisque les transformations et les interventions invasives ont commencé dans les premières quarts du XXe siècle pour durer jusqu'à l'année 1970. En surposant les plans obtenus, les transformations sont faciles à identifier, tant du point de vue urbain que du point de vue de la construction, avec des divisions évidentes et l'unification des unités résidentielles. Pour les transformations en hauteur, il faudra un travail d'intégration entre la documentation photographique et la lecture directe du bâtiment. En amont des processus subséquents, 30 secteurs ont été identifiés dans la ville pour permettre un workflow rationalisé, pour ensuite diviser les plans en 4 cadrans et l'étudier individuellement, mais avec un système unitaire, ce qui permettra une lecture globale harmonieuse et démontrer la validité de la méthode. À titre d'exemple, il a été décidé d'illustrer les blocs situés à l'intersection des 4 des rues les plus importants de la ville médiévale, comme le Corso Umberto I, la Via Roma, la Via Cola, la Via Madonna della Porta Ferrata. Le bâtiment le plus important du complexe est sans aucun doute le Palazzo Vitelli, qui abrite autrefois l'une des familles nobles les plus importantes de la ville d'Amatrice. Au XVIe siècle, Alessandro Vitelli reçoit le titre de seigneur de la ville et sa dynastie exerce le contrôle de la ville pour près de 60 ans, jusqu'à ce que le dernier héritier de la maison Vitelli épouse Virginia Orsini, issue de la noblesse romaine. Ayant une documentation photographique insuffisante pour le secteur 11, nous avons dû puiser dans un service gratuit utilisé quotidiennement par des millions d'utilisateurs, Google Street View. Les promenades virtuelles offertes par ce programme ont été exploitées pour faire une campagne photographique virtuelle simulée, tenant compte du même dispositif, les principes et les précautions qui sont respectés dans une véritable campagne ou d'acquérir un nombre approprié de clichés pour avoir une bonne résolution et éviter qu'ils se chevauchant d'une 40-50% pour faciliter les traitements ultérieurs. Pour gérer et traiter les panographies avec une résolution de l'ordre des gigapixels, a utilisé le logiciel Autopan Giga, a été utilisé, et un programme graphique utile pour composer une image à l'aide du plaisir photographie des chevauchants. Une fois les plans joints, la panographie est projetée sur une sphère virtuelle et peut être exportée avec différentes méthodes de projection, par exemple droit, sphérique, cylindrique. À la fin de l'opération de calcul, il est possible de retrouver graphiquement la façade de chaque bâtiment daté de 2011 et aujourd'hui ne peut plus existante. À partir de ce moment, la contribution de la technologie prend fin et l'utilisation de la philologie commence, instrument clé de tout le travail. Parmi les cas détectés, il a été possible d'identifier 3 catégories de façades.
façades avec des palimpsestes lisibles, ce qui a permis une lecture des transformations, des façades en plâtre dont la lecture était impossible indirectement comparant les balayages des fenêtres et la distribution des parties cadastrales obtenant des informations sur les fusions des bâtiments, et des façades documentées, immortalisées dans plusieurs photographies, identifiées et cataloguées, qui ont permis une restitution détaillée du construit à identifier. Dans ce cas, les façades du Corso Umberto Ier sont documentées par de multiples photographies et cartes postales historiques qui ont permis un dessin qui laisse peu de place aux hypothèses. Par conséquent, en comparant les résultats graphiques obtenus, il est immédiat et intuitif de lire les transformations qui ont marqué l'unité résidentielle de chaque agrégat de construction de la ville. Le résultat pour la ville dans son ensemble était basé sur le traitement des 4193 clichés d'une collection de centaines de photographies et de cartes postales, de catalogages de façades pour des dizaines de gigaoctets d'images. Ce résultat a permis la reconstitution d'environ 174 unités urbaines, y compris des bâtiments et des jardins urbains. Il semblait alors évident que gérer une grande quantité de bâtiments d'un simple rapport d'Udi ne suffisait plus, mais qu'il soit nécessaire de penser en 3 dimensions pour comprendre les relations entre bâtiments voisins, l'étude de leur toiture et des modifications subies au cours des années. Ce travail a aussi permis la réalisation d'une maquette de la ville à échelle en centre qui a prévu, grâce à la synergie entre les logiciels informatiques et les savoir-faire artisanal. Nous pouvons voir une vidéo qui met à confronte la situation avant et après le tremblement de terre de la ville d'Amatrice. La tour Malheureusement, à l'heure où je vous parle, la municipalité d'Amatrice a procédé à la démolition totale de son centre historique, ce qui signifiait que les fondations mêmes du bâti du centre historique ont disparu. Seules 2 églises et la tour de la ville que vous avez vue, ont échappé à cette table rase, car ces monuments sont sous la tutelle des ministères des biens culturels et sont protégés. Ainsi, le travail effectué par les doctorants que j'ai cités dans cet exposé a été complètement ignoré par la municipalité. Cela nous a mené à nous interroger sur la prépondérance donnée aux politiques, aux ingénieurs dans la prise de décision pour la gestion de l'après-tremblement de terre. Avec la perte d'Amatrice comme centre historique, nous perdons aussi la mémoire de sa population. Il est souhaitable que cette mémoire soit prise en compte pour la reconstruction après le tremblement de terre. Un haut niveau de connaissance du patrimoine favorise sa valorisation, offre du contenu, stimule les bonnes interventions pour la réutilisation des espaces urbains et encourage la participation des citoyens et des institutions.
Ces principes devraient guider les réflexions et tous les niveaux du débat sur les interventions post-séisme, en incitant à des interventions éventuelles qui seront calibrées selon les cas de réparation, récupération, restauration des structures ayant survécu au séisme et reconstruction. Ces réflexions visent à trouver une méthode culturelle et opérationnelle dans les activités pour les interventions post-séisme liées à une stratégie d'urbanisme prudente et consciente. Une planification qui prenne en compte les exigences de conservation, de recomposition, de reconstruction de l'identité locale, de centres endommagés ou détruits par les séismes, en évitant une délocalisation inadéquate des habitants et plus encore des centres eux-mêmes. À cet effet, il apparaît nécessaire d'établir une collaboration plus forte et plus fructueuse avec les universités, les lieux d'expérimentation des connaissances visant à développer une méthodologie d'intervention dans laquelle la recherche des conditions de sécurité se fasse dans le respect historique des agglomérations et leur authenticité, en préservant chaque élément propre expressif des économies locales et de la culture matérielle, avec des interventions d'amélioration sismique réalisées aussi pour des parties ou ponctuellement sur des bâtiments ou des agrégats uniques. Le thème de l'évaluation et la réduction du risque sismique est également un sujet à développer dans la formation des professionnels et des opérateurs, afin de rétablir des niveaux de sécurité acceptables et conformes aux normes pertinentes. Cela viendra également à préserver autant que possible les vestiges matériels des structures anciennes en prêtant attention aux valeurs matérielles, structurelles, formelles et aux caractéristiques du contexte urbain et environnemental. L'évaluation du niveau et des interventions nécessaires pour contrer les effets du séisme nécessite également une connaissance des transformations, une interprétation des conditions d'équilibre, mais aussi de la vulnérabilité et que les bâtiments présentent aujourd'hui avec toutes leurs stratifications. Considérons enfin, par exemple, le cas de l'église de San Pietracopito à L'Aquila, profondément endommagée par le séisme de L'Aquila du 2009, d'époque médiévale, mais transformée à l'époque baroque avec l'insertion du mur transversaux pour constituer les chapelles latérales selon les modèles post-tridentines. La suppression de l'arrangement baroque lors de la restauration des années 70 du XXe siècle a affaibli les structures du bâtiment religieux, non sans conséquence sur les dégâts causés par le tremblement de terre de 2009. Il y a de nombreux aspects que le mouvement sismique, avec les effets destructeurs qui en découlent, implique à la fois dans la phase d'urgence et dans les opérations visant à apporter des conditions de vie adéquates dans les zones peuplées affectées. Cependant, il semble fondamental de se référer à une connaissance approfondie à travers l'étude de l'état actuel du bâtiment endommagé. Les interventions doivent appartenir à une large vision urbaine, avec des axes de planification respectant le contexte historique, l'authenticité matérielle de préexistence et visant à la récupération des activités socio-économiques au sein de centres habités et sur le territoire. Un processus qui ne devra pas être réalisé avec des méthodes simplistes et faciles, mais avec des méthodes concertées, conscientes, respectueuses de tous les aspects de la vie impliquée et obéissant à la nécessité d'une intervention rapide et efficace. Merci pour votre attention.